Greetings, everybody, and welcome to Stories to Bonjour à Watch. tout le monde et bienvenue aux histoires à regarder de l'Institut des ressources mondiales. Hi, everyone. Bonjour à tout Welcome. le monde et bienvenue à Stories to Watch 2024, les histoires à regarder. Je m'appelle Annie Dasgupta, je suis président et PDG de l'Institut des ressources mondiales. Nous sommes presque 2000 sur 5 continents en travaillant avec nos partenaires pour résoudre les défis les plus difficiles en respectant les individus, la nature et le climat. Chaque année, nous rassemblons des experts pour décider le travail de cette année qui va impacter notre travail et le monde. Ces histoires vont vous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde, mais aussi pourquoi et comment ça se met en lien avec une image plus large. Nous sommes WRI, alors nous commençons avec des chiffres et des faits. 2023 était l'année la plus chaude. En fait, les 9 dernières années ont été les plus chaudes de l'année précédente. Deuxièmement, le rapport de la bourse de Gigaton a montré qu'il faut réduire nos émissions en carbone net pour arrêter le réchauffement climat. Mais nous sommes en train de le réduire que de 10%. Nous voyons des déclarations, mais pas des engagements. En regardant les 40 indicateurs, il y avait seulement un indicateur qui était sur la bonne voie pour atteindre les objectifs 2030. Nous sommes bien loin d'atteindre nos objectifs en changement climatique. Il y a eu beaucoup de progrès en mobilité électrique et de l'énergie verte. Nous avons besoin de plus d'innovations telles que celle-ci pour arriver dans un ère d'innovation et de progrès. Si nous nous concentrons, nous pouvons faire les changements, mais qui va faire les choix nécessaires et où? Cette année 2024 est une année d'élection. Si vous regardez la carte, les pays comme les États-Unis, Mexique, Royaume-Uni, Indonésie sont tous en train de avoir des élections. Leur population représente 50% de la population mondiale. Ils vont faire des choix sur leur gouvernance et leurs priorités. 2024 est l'année la plus importante par rapport aux élections de cette centénie. Nous savons que ça a un impact. L'année dernière, la déforestation en Brésil a été déclarée décroître de 20%. Ce déclin montre que les politiques qui ont été mises en place ont leur effet. C'était une des histoires à veiller, à regarder de l'année dernière. Ce qui est une bonne nouvelle, maintenant tous les pays voient que le changement climatique est une menace sérieuse. Nous avons vu l'action prendre sa voix sur la scène du COP 23. Les sociétés devaient aligner leurs priorités avec la société mondiale. En 2023, au COP 23, nous avons décidé de transitionner à ne plus utiliser l'essence et les autres sources d'énergie combustible, mais ces déclarations ne montrent pas un vrai changement. Les politiques doivent se transformer en application, en action. Nous avons un pays qui est sur la bonne voie pour atteindre leur objectif de 5 gigawatts de capacité en 2030. Et il y a eu
la croissance la plus rapide en termes de leur économie que tout autre euh, pays. Mais l'Inde est toujours en train de rencontrer un défi pour leurs jeunes et leurs pauvres urbaines et rurales. Bientôt 900 millions d'Indiens ont soutenu la cause pour mettre en place un nouveau gouvernement. Comment est-ce qu'ils vont faire face aux immenses défis comme leur dépendance sur le charbon et de générer assez d'énergie pour la croissance économique et pour le travail qui est nécessaire pour toute leur population? C'est un défi rencontré par tous les pays. Il n'y a pas juste un bouton que nous pouvons appuyer dessus pour pouvoir effectuer le changement. 2024 nécessite que tous les pays fassent des choix robustes en termes de changement climatique, mais ils sont obligés de pouvoir expliquer ces choix pour que la majorité comprenne que ça va améliorer leur propre vie. Mais c'est difficile. Nous avons besoin d'avoir un équilibre entre les défis et les citoyens et le soutien de leurs citoyens. C'est au centre de ces politiques climatiques. Alors rejoignez-moi au raconte de ces quatre histoires, de voir des changements de système pour avoir une réelle transition. Pour notre première histoire, nous allons rendre visite aux Pays-Bas, qui fait face aux mêmes défis politiques. C'est un pays vulnérable au climat, avec une histoire riche en lien avec la nature. Mais c'est un pays riche, un des plus riches dans le monde, et est un modèle pour l'action climatique robuste et impactant. Mais il trouve ça très difficile. Écoutons maintenant notre collègue aux Pays-Bas, Stincha. Ici, c'est une conception aux Pays-Bas pour dessécher les Pays-Bas. Ici, avec les canals, avec des moulins, nous avons aussi beaucoup d'industries et d'infrastructures comme ces verrous massives et des fermes très efficaces qui font en sorte que ce petit pays soit soit le deuxième plus grand exporteur dans le monde. Mais nous sommes un pays qui est impacté par le changement climatique parce que nous avons beaucoup de grandes rivières comme le Rhône et le Maas. Nous avons des deltas massifs des rivières connectées. Et en 2021, nous avions été très proches aux grandes inondations parce qu'il y a eu tellement de pluie qui a transformé les rivières en massives inondations. Aux Pays-Bas, nous savons que le changement climatique a un impact. Alors, nous voudrions être sur la frontière et innover sur le changement nécessaire. Il y a des opportunités de l'ère saine, de nouveaux travail, d'une économie qui bénéficie, mais nous avons vu des contre-coups sur ces activités climatiques comme nous avons vu dans des autres pays en Europe et autour du monde, parce que des individus ordinaires qui souffrent avec les coûts et l'inflation qui est en train d'augmenter ne peuvent pas en fait faire face parce qu'ils ont besoin d'investir dans l'isolation et autre chose. Il y a eu des tracteurs qui ont été conduits autour de Den Haag, juste à 20 kilomètres de là où je suis, pour montrer qu'ils avaient peur et ils voulaient s'exprimer. Des autres endroits en Europe sont en train de considérer les mêmes problèmes dont ils ont soulevés. Il y a une autre dimension. Ce n'est pas que les individus ne pensent pas que le changement climatique est quelque chose de réel, mais c'est que les gouvernements font des choix politiques de comment ils vont pouvoir répondre, comment ils vont atteindre l'objectif net zéro et comment ils vont mettre en place quelque chose qui bénéficie leur économie avec une énergie verte. Mais comment mettre tout ça en lien avec les défis d'aujourd'hui et à travers des différents groupes qui n'ont pas les mêmes bénéfices avec ces changements politiques? C'est pour ça que notre première histoire
s'agit du changement climatique et les mesures nécessaires pour atteindre ou se rapprocher à 1,5 degré de réchauffement climatique. Cette histoire s'effectue autour du monde. En 2023, les pays vont faire des choix sur des différents systèmes qui sont en lien avec le changement climatique, qui vont avoir un impact sur la planète entière. Chaque pays va devoir s'assurer que la transition soit assez rapide et équitable. En Allemagne, ils font face aux défis comme le changement des prix d'énergie ou des pratiques agriculturelles. Il y a des pays qui devraient transitionner leur système d'énergie pour pouvoir bénéficier de la croissance en, échange et marché de carbone. Et les autres doivent essayer de trouver un bénéfice et de pouvoir profiter de cette énergie verte. Alors, nous avons besoin que les leaders développent des nouvelles politiques qui font face à ces défis, mais qui vont souligner à soutenir et accompagner ceux qui vont avoir des difficultés avec cette transition. Nous avons vu que des vraies activités par rapport au changement climatique va mettre en place des milliers de nouveaux travails. Mais le travail et les emplois d'aujourd'hui vont être bouleversés et changés, qui va avoir un impact sur les pays, les économies et les individus. Et ça, c'est une histoire qui s'effectue dans tous les pays. D'abord, il faut regarder localement quand les, euh, euh, l- les citoyens vont voter et comment est-ce que les leaders vont mettre en priorité le soutien pour les activités et les politiques climatiques dans des autres pays. Regardons comment les autres pays réagissent. Aux États-Unis, il y a eu 3 lois qui ont été passées en relation avec le changement climatique. Au centre, il y avait une conception d'une initiative pour créer des emplois, pour faire en sorte que les États-Unis soient plus concurrentes sur le marché et de créer 9 millions d'emplois dans 10 ans. Il y avait aussi une promesse de dépenser 40 centimes de chaque dollar sur les communautés vulnérables pour s'assurer que tout soit équitable. Pendant cette année critique d'élection, le monde va regarder la position des candidats sur le changement climatique et comment ils communiquent avec leurs citoyens. Cette économie sur le climat, est-ce que ça va engager les citoyens ou est-ce qu'ils vont se sentir écartés? Est-ce qu'ils vont être réellement écartés? En Indonésie, il y a un investissement de 190 millions de dollars qui a promis de transitionner leur économie dans l'utilisation de combustibles d'autres que des combustibles fossiles et de réduire leur dépendance. L'Indonésie est maintenant vue comme un leader climatique dans le monde. Dans cette saison d'élection, est-ce que les candidats vont promouvoir cet agenda? Est-ce qu'ils vont promouvoir un agenda climatique encore plus robuste? Dans toutes ces élections, les leaders doivent assurer que les bénéfices sont redistribués équitablement. C'est une des raisons qui est ce contre-coup, c'est que les individus sont qui vont être laissés derrière ou bien écartés, marginalisés. C'est pour ça qu'il y a des différentes interventions qui les aident à profiter de ces nouvelles emplois sur le climat. Tout ça est important quand il s'agit des processus multilatéraux. Les candidats et les politiciens vont voir que c'est un défi de allouer plus de ressources dans ces économies émergentes. Ça représente une menace, mais fait partie de l'accord Paris. Il y a beaucoup de pays qui font face aux dommages par rapport au changement climatique et à l'utilisation de leurs ressources.
Il y a 580 milliards de dollars qui sont nécessaires avant 2030 pour reverser ces effets. La transition énergique ne va pas se passer dans quelques pays de la vitesse nécessaire sans le soutien des autres pays. Ça va se montrer en novembre quand 190 pays se rassemblent en Azerbaïdjan et vont déclarer combien ils sont prêts à investir. Les pays les plus riches font face à leurs propres problèmes et défis économiques, avec les coûts et l'inflation qui augmentent et la migration qui augmente aussi. Il y a des pays, par contre, avec des différentes priorités, peuvent se mettre d'accord avec ce qui est nécessaire et ce qu'ils peuvent livrer. Les décisions qui vont être faites avec les votes vont décider si nous pouvons vraiment rester dans les 1,5 degrés de réchauffement. 2024 va jouer un rôle important pour l'avenir. Notre deuxième histoire s'agit d'une histoire mal connue. Les denrées alimentaires et leur système. Les aliments jouent un rôle très, très important dans nos vies et lié avec le changement climatique et nos actions climatiques. Il y a 40% de la population au Kenya liée avec l'agriculture, avec les produits de base comme maïs, comme des mangues. Il y a un mandat constitutionnel pour protéger et reforester. Ici, c'est le City Market au centre de Nairobi, chez moi. C'est ici où nous achetions nos légumes, nos farines, nos viandes. Et c'était des agriculteurs comme à nous qui venaient tôt le matin pour voyager jusqu'à 20 kilomètres pour arriver dans ce marché, pour vendre leurs produits faits, les produits faits les plus beaux de tout le monde. C'était un rituel quotidien pour sécuriser leur vie et leur subsistance. Les aliments frais sont essentiels à notre vie, mais ça a un effet sur l'utilisation de la terre, perte de la terre, mais c'est une source aussi de subsistance. Les aliments et les denrées viennent de partout au Kenya et même de l'Afrique de l'Est. Mais les fruits et légumes que vous voyez ici font partie d'une chaîne de valeur massive. Vous pouvez rentrer dans un marché en Europe et trouver les haricots verts et les mangues ici au Kenya, les avocats de Mexique, des myrtilles des autres pays et du mouton de la Nouvelle-Zélande. Ces systèmes alimentaires sont vastes et incroyables et ont des empreintes incroyables. 30% des émissions des effets de serre sont liées avec les systèmes alimentaires. Mais l'histoire a vraiment regardé le centre de ces systèmes qui peuvent en fait être liés pas seulement avec le changement climatique, mais aussi avec la subsistance des individus. Alors, comment faisons-nous pour faire en sorte que ce soit plus équitable et mieux pour l'environnement? Si nous ne réussissons pas à trouver une solution pour ce problème, ça va empirer les vies et les subsistances des individus ici au Kenya. Nous voyons déjà les impacts du changement climatique avec des événements du temps à l'extrême. Il y a des fermes et des terres qui sont en train de s'éroder. Mais Natua, l'agriculteur, se fait face à ça dans son quotidien parce qu'il y a beaucoup de familles qui sont soutenues par sa ferme, par son travail d'agriculteur. Alors, si nous pouvons protéger les sols, protéger
le climat et la terre et protéger les individus, nous pouvons faire en sorte qu'il y ait des pratiques qui améliorent l'agriculture, d'avoir des fermes menées pour que ça puisse rétablir les systèmes de sol. C'est pour ça que les systèmes alimentaires font partie de la deuxième histoire à regarder de 2024. Les systèmes alimentaires touchent chaque pays dans le monde, mais le système actuel ne fonctionne pas parce que ça ne réussit pas à alimenter tous les individus du monde, même qu'il y ait assez d'aliments. Il y a un grand pourcentage qui est perdu, qui veut dire que nous avons toujours trop de personnes affamées. Et ce système qui est menacé par l'agriculture, mais le système alimentaire est en lien avec le changement climatique qui a un impact ensuite sur l'agriculture. Troisièmement, la manière dont nous produisons demande l'utilisation de beaucoup de sol et de eau. La production de bœuf et de huile de palme utilise trop de ressources. Le système alimentaire a besoin d'être complètement remodifié. Mais c'est très politique parce que les aliments sont liés avec nous-mêmes, nos corps et nos cultures, y compris nos identités. Il y a une moitié de notre culture, des personnes dans notre culture mondiale où il y a quelqu'un qui travaille dans un système alimentaire quelque part. Cette importance politique et sociale montre pourquoi les gouvernements à travers le monde vont investir plus que 700 milliards de dollars dans les subventions. Il y a des pays qui peuvent apprendre du Brésil où les agriculteurs ont été subventionnés pour aider à réduire la déforestation ou améliorer les types de herbes qui ont été utilisées pour alimenter leurs vaches. Et il y a eu un résultat historique au COP 28 à Dubaï qui devrait être parce qu'il y a 159 pays qui ont signé la déclaration Émirats pour changer leur système alimentaire avant 2025, pour mettre à l'échelle ces systèmes pour les agriculteurs et plus. Ils ont mis en place des champions de leur système alimentaire pour aller encore plus loin, d'avoir une approche de l'ensemble du gouvernement dans le changement des systèmes alimentaires. Quelque chose à noter, c'est la révision des plans climat pour intégrer la déclaration des Émirats sur les aliments. Mais ça ne va pas se passer avant le COP 24 au Belém. Les pays ont besoin d'agir maintenant pour se préparer pour l'année prochaine. Il y a beaucoup de différentes activités, mais c'est très politique. Alors d'abord, des légumes et des fruits, des produits. Il faut produire plus sur la terre que nous avons à notre disponibilité. Mais là, il y a une bonne opportunité pour réduire les émissions de l'agriculture, des émissions qui viennent des vaches et des moutons. Et sur la production, la riziculture est responsable pour beaucoup de nos émissions, presque 30%. Il y a plusieurs pays qui se sont engagés pour réduire leurs émissions en méthane avant 2030 par 30%. Il y a eu une annonce de 100 millions de dollars dans la réduction de méthane dans le secteur d'aliments et d'agriculture. Est-ce que ça va être lié avec des innovations? Est-ce que nous allons voir des pays et des économies et des sociétés qui vont innover là-dessus? Il y a beaucoup de pays qui progressent dans la protection de la nature. Comme je vous ai dit, l'Indonésie a réduit sa déforestation à travers des différentes méthodes et à travers les politiques. Est-ce que ça va continuer à travers le monde? Est-ce que la réélection du président actuel du RDC veut dire qu'il va continuer sur sa vision climatique sur le bassin du Congo?
Et est-ce que les autres présidents vont répondre à son appel pour les milliards d'euros, de dollars d'investissement pour protéger les forêts? Et réduction. Il y a une pression de changer des systèmes alimentaires pour réduire les déchets, réduire le gaspillage en 2023. Il y a eu un groupe avec des membres qui se sont mis en accord de passer des lois pour que ce soit la réalité. En Corée du Sud, il y a des plans d'action nationaux pour produire des aliments basés sur les plantes. Est-ce que ça va être populaire et accepté par les consommateurs? En 2024, est-ce que les pays vont introduire des politiques qui vont utiliser des biofuels et de bioénergie? Et est-ce qu'ils vont utiliser euh, ces- cette agriculture et le lier avec la production d'énergie? Il y a 260 millions d'individus dans le monde qui dépendent sur les sols pour leur subsistance, mais le sol est dégradé. En Afrique, il y a eu un engagement pour restaurer des centaines de hectares pour améliorer les vies des agriculteurs en Ghana, Kenya. Ils ont pris des étapes pour créer des vraies politiques et des vraies subventions. Est-ce que des autres pays autour d'eux en Afrique vont les suivre? Un changement du système alimentaire est une vraie solution aux crises climatiques si vous êtes assez courageux. Et le fait est d'essayer de transformer la déclaration des Émirats dans des vraies activités pour améliorer notre monde. La prochaine histoire s'agit de l'énergie. Depuis des années, des discussions climatiques se concentraient sur la transition énergétique. 75% des émissions mondiales viennent euh, des combustibles fossiles, mais il n'y a pas eu assez de concentration sur les réseaux, les tours, les fils qui livrent cette énergie. Nous ne pouvons pas décarboniser le secteur d'énergie sans regarder le réseau. C'est un problème qui est intégré avec des investissements, des territoires et la technologie. Les États-Unis ont fait des promesses euh, très ambitieuses sur une transition, mais à beaucoup de complexités dont ils font face. L'électricité est au centre de l'économie moderne et le secteur d'énergie est clé à réduire les gaz à effet de serre pour bénéficier la santé humaine et m- représente des opportunités économiques. Quand vous pensez à l'énergie verte, ce sont euh, les véhicules électriques, euh, les éoliennes, etc. Mais il y a un réseau qui met en lien l'énergie verte avec ceux qui l'utilisent. Ces réseaux de transmission électrique sont considérés comme les plus grandes machines du monde. Notre réseau aux États-Unis, l'énergie est transmise à travers des centaines et des milliers de milles. C'est impressionnant, mais ça a besoin d'être mis à jour. Ce réseau a été mis en place du niveau local et n'était pas mis en place pour partager de l'énergie à travers des grandes surfaces. Alors, ce réseau a été construit d'une pièce à l'autre avec beaucoup de liens qui sont manquants. Un réseau robuste est important quand il y a une région avec des manques d'énergie, particulièrement quand il s'agit du temps et des températures extrêmes. De l'énergie verte à un coût bas qui ne dépend pas sur des combustibles peut être partagé avec des voisins sur la base de qui a du vent et du soleil. Washington, D.C. a des besoins du réseau, mais pareil, mais c'est pareil autour du monde.
Nous avons, par exemple, du soleil dans la journée et pendant l'été. Nous avons plus de vent pendant l'hiver et la nuit. Alors, déterminant qui paye plus pour la mise en place d'une grande infrastructure est un autre défi. Comment partager les bénéfices avec ceux qui payent pour la mise en place de ce réseau directement ou indirectement est un autre sujet qui est très contentieux. Ces défis ne sont pas sans solution. Nous travaillons ensemble à essayer de faire partager des solutions d'énergie verte des éoliennes entre des États et nous essayons de mettre à jour des lignes qui partagent et transitionnent cette énergie à travers des fils et de pouvoir avoir des fils qui sont plus adeptes, plus modernes à répondre aux conditions. Nous avons beaucoup de solutions pour mettre en place plus de capacités dans la transportation d'énergie en utilisant moins de ressources et moins de territoire. C'est critique de moderniser le réseau électrique pour avoir et de livrer l'électricité verte et l'énergie verte. C'est pour ça que le réseau électrique est une histoire à veiller, à regarder pour 2024. Ça, c'était Jenny Chen à Washington, D.C. Cette histoire s'agit d'avoir cette transition d'énergie verte, mais de l'intégrer directement dans l'économie d'énergie. L'utilisation de cette énergie et les innovations est en train d'accroître jusqu'à 14%. Le IEA, l'Agence d'énergie internationale, dit que l'énergie verte va être la plus grande source d'énergie dans 5 ans. Mais pour atteindre notre objectif de 1,5 degré de réchauffement climatique, il faut tripler notre capacité d'énergie avant 2030. Et ces réseaux électriques sont très, très importants quand il s'agit d'énergie renouvelable. Avec les combustibles fossiles, vous pouvez les transporter avec des vrais pipelines. Mais avec des renouvelables, vous avez besoin de générer là où vous avez du soleil ou du vent. Alors, le réseau est encore plus important pour amener l'énergie renouvelable envers ceux qui en ont besoin. Mais ces connexions ne sont pas en train de s'effectuer à l'échelle ou à la vitesse dont c'est nécessaire. Il y a une prédiction qu'avant 2040, qu'il y a une grande proportion du réseau qui doit être mise à jour. Sans avoir un nouveau réseau, ça va rester séparé comme dans des silos. Ça a un impact aussi dans le sud mondial. En Afrique, 60% des individus sont connectés avec le réseau national qui varie à travers le continent. Comme vous voyez sur la carte, en Afrique du Sud, il y a 89% des individus qui sont connectés, mais en Niger, ce n'est pas le cas, avec seulement 16% de la population qui est connectée. Les 40% de l'énergie qui a été générée était générée des générateurs individuels, ce qui est cher, horrible pour l'environnement et représente une menace à la santé. Mais avec un bon réseau, nous pouvons y dépendre, il y a plus de durabilité, nous pouvons avoir des générateurs, diminuer le nombre de générateurs, avoir l'air plus frais. Mais les réseaux et la mise en place de ces réseaux représentent un coût et un investissement au début, avant de bénéficier euh, des résultats à la fin. Alors, faire une expansion du réseau demande des grandes structures, l'investissement et aussi du territoire. Nous savons que ces projets à long terme, qui sont très chers, avec des investissements qui sont importants, sont vraiment difficiles pour les politiciens à vendre. Mais les décisions faites par les politiciens maintenant peuvent avoir un effet pendant des décennies dans l'avenir. Il y a eu aux États-Unis un investissement de 1 billion, de 60 milliards, dont leur réseau allait générer 165 milliards de dollars. Alors maintenant,
Regardons comment les pays et les leaders vont encadrer et prioriser l'investissement sur le réseau. Building that infrastructure that led to 85% of energy coming En from renewable. construisant l'infrastructure juste en une décennie et ensuite le vent, l'énergie éolienne et l'hydroproduction. Comment est-ce qu'on a pu le réaliser à Uruguay? Ils ont été engagés pour le projet et les marchés ont été plus motivés. Donc, le résultat, c'était l'électricité pas chère, dont le prix a baissé de 30% en 2022. Est-ce que les autres pays peuvent faire les mêmes investissements que l'Uruguay? Deuxièmement, regardez les approches multipartite. De cette façon, on peut améliorer l'efficacité et réduire des gaz à effet de serre de 10%. En Asie, juste 3% d'électricité traverse les frontières du pays et en Europe, ce chiffre est de 10%. L'année dernière, l'Union européenne a adopté un plan d'action pour que l'électricité soit plus décentralisée en doublant l'infrastructure frontalière de 50%. Pourtant, les barrières institutionnelles doivent être retravaillées pour que les pays puissent coordonner mieux les projets de transmission. Troisièmement, sécuriser les terrains pour construire les réseaux peut être très difficile. En Europe, ça peut prendre jusqu'à 8 ans pour réaliser ces connexions de réseau et aux États-Unis, ça peut prendre même plus. Est-ce que les pays vont prioriser cette réforme? Les innovations ont déjà lieu et sur la photo derrière, vous pouvez voir que il a été fait une proposition pour compenser les personnes qui vivent près de ces centrales électriques. Et donc, il y a également les solutions politiques qui sont moins difficiles que c'est la numérisation du réseau, l'utilisation de l'énergie, l'AI pour rendre l'utilisation plus efficace. Donc, parce que les capacités sur le terrain peuvent dépendre de la météo, ce qui peut aider à optimiser les flux au Texas pour changer les parties de réseau existants, augmenter l'efficacité de 40% qui était bénéfice aux consommateurs et à l'environnement. Et donc, euh, on a pu euh, de cette façon émettre moins de gaz à effet de serre. Donc, les possibilités économiques sont énormes. Pourtant, le potentiel pour l'économie verte peut être seulement débloqué si les machines les plus grosses peuvent se connecter aux utilisateurs d'une manière propre et efficace. Donc, l- les, la sécurité énergétique est encore devenue plus faible avec le conflit en Ukraine. Plus de combustibles fossiles vont augmenter, les problèmes avec la nature vont empirer notre santé et vont encore euh, être plus nocifs pour l'écologie. Et les meilleurs réseaux pourront en fait, résoudre ces questions. Et ici, nous avons besoin de leadership de gouvernement. Ici, nous avons besoin de travailler avec les ONG, avec les communautés pour trouver les solutions. Et encore une fois, les politiciens et le leadership sont vraiment très importants.
Cette histoire-là concerne l'impact humain sur le changement climatique, comment on s'y adapte et les politiques qui sont nécessaires. L'année dernière, c'était l'année la plus chaude jamais enregistrée et la chaleur tue les gens. C'est un tueur silencieux, souvent pas remarqué et et dans ces villes, il est vraiment très difficile de résoudre ce problème. Ici, nous avons Jard de Bangalore qui va nous parler plus. Ici, vous pouvez voir le port de Bangalore. Comme vous pouvez voir, les activités ont lieu derrière moi et dans les endroits comme ceci. C'est un mélange de travail formel et informel. Et également, vous voyez beaucoup de circulation derrière moi. Maintenant, il fait chaud, mais en été, les températures montent encore plus. Et comme les grâce à, pardon, à cause du changement climatique, ce problème va encore s'empirer. Ici, nous avons les températures plus de 30 degrés Celsius, mais depuis les 5 dernières années, nous avons eu plusieurs fois les températures qui ont atteint plus de 35 degrés, surtout dans les villes, ce qui est devenu vraiment un très gros problème pour les populations vulnérables. Donc, quand on pense de l'impact du changement climatique, il est facile de réfléchir, de penser aux ouragans, aux feux sauvages, mais ici, le tueur silencieux, c'est la chaleur. Et donc, les victimes de ce tueur silencieux sont souvent, pas souvent non vues. Et donc, pratiquement 500 millions de personnes meurent toutes les années à cause des hautes températures. Et en plus, il y a de plus en plus de populations migrent dans les grosses villes ici, et cela signifie que l'impact de ce problème va encore s'accroître. Par exemple, les recherches de WRI nous a montré que les températures dans certains bâtiments peuvent être de 6 degrés plus dans les zones pauvres que dans d'autres zones de la ville parce qu'il y a moins de circulation d'air dans ces endroits, également parce que les de matériaux de construction qui sont utilisés sont moins chers. Et comme les températures globales augmentent, le besoin de régler ce problème devient de plus en plus urgent. Et le fardeau va être le plus euh, difficile et le plus lourd pour les plus vulnérables. Et c'est pour cette raison la chaleur est la quatrième histoire de WRI à voir. Donc, c'était Jai de Bangalore dans la troisième plus grosse ville et la ville technologique avec la population de 15 millions de personnes. La dernière histoire, c'est les investissements, les politiques, mais cette histoire est différente. Elle concerne les vies humaines et le fait que les gens meurent à cause de la chaleur. Plus de 60 000 personnes ont décédé à cause des températures élevées. Selon la recherche, plus de 500 millions de personnes souffrent et meurent à cause de la chaleur. Euh, Donc, les effets de la chaleur sont souvent invisibles et la chaleur est souvent très importante pour les populations vulnérables parce que les tornados, les ouragans sont beaucoup plus spectaculaires et les politiciens ne
veulent pas vraiment répondre à ce tueur caché. Et le problème n'est pas rapporté, comme il n'est pas connu, et il va pas être résolu. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici sur la chaleur cette année? Donc, ce sont les voix et les droits des communautés marginalisées et pauvres aux États-Unis, en Inde. Aux États-Unis, 75 personnes sont mortes en 2022 à cause de la chaleur. C'est aux États-Unis, un des pays les plus riches au monde, où 90% de la population ont l'accès à la climatisation par rapport à l'Asie du Sud-Est, où seulement 15% de la population ont la climatisation. Avec les personnes âgées, avec les travailleurs euh, à l'extérieur qui ont un plus gros risque. Il faut voir comment les politiciens répondent à cette question-là. Ils doivent être très pragmatiques plutôt qu'idéologiques. Les leaders des villes à ce niveau de gouvernement doivent en fait, doivent porter l'attention à cette question-là à la COP de l'année dernière où les leaders mondiaux se sont mis d'accord d'incorporer les actions climatiques dans le plan d'action en rassemblant les gouvernements et les autorités locales, comme cela a été fait à Ahmedabad, en Inde. Euh, quand les arbres ont été plantés, qui a fait une grosse différence, surtout pour les femmes qui travaillent souvent depuis leur maison. Euh, on peut penser que les villes ne peuvent pas vraiment résoudre tout seul ce problème, et on a besoin du gouvernement. Troisièmement, il faut voir les politiques qui encouragent l'utilisation en fait, des solutions, qui proposent des solutions pour refroidir les villes et qui n'augmentent pas l'utilisation énergétique. Comme on a entendu déjà, et le choix pour les matériaux et pour les structures vont faire une grosse différence. Et le refroidissement passif peut jouer un rôle vraiment important. Et en plus, les solutions naturelles, comme par exemple planter les arbres, peuvent avoir un gros impact. Par exemple, en Matrim, en Colombie, plus de 9000 arbres ont été plantés, ce qui a refroidi la température dans la ville de 2 degrés. Et même si la climatisation est utilisée dans les bâtiments, même ces mesures simples peuvent avoir vraiment de gros impacts. Regardez comment les pays se sont mis d'accord pour augmenter de 50% l'efficacité énergétique. Et finalement, on a besoin de voir euh, plus d'attention sur l'adaptation. Le progrès concernant notre objectif d'adaptation a été lent parce que cela dépend des conditions au niveau local. Il faut voir si euh, euh, il faut travailler avec la société civile et les communautés locales parce que si et tous les gouvernements ont leur devoir de protéger la vie de ses citoyens. Si autour du monde entier, des milliers de personnes meurent à cause du changement climatique, la situation va seulement s'empirer si rien n'est fait. Euh, ça On aura des familles qui vont souffrir à cause de la chaleur, qui n'ont pas assez d'accès pour euh, la climatisation. Donc, les responsables vont être les mêmes personnes qui n'ont rien fait ou fait très peu pour résoudre ce problème. Les solutions peuvent être trouvées seulement si le gouvernement au niveau national travaille avec les autorités municipales
Et les pays riches qui ont causé cette chaleur additionnelle ont bénéficié d'utilisation des énergies fossiles depuis des décennies. Ils doivent adapter les pays vulnérables en agissant en tant que décideurs politiques et en il n'est pas faire ce choix d'ignorer ce problème. Donc, nous avons quatre histoires pour répondre à notre défi le plus important, existentiel. Donc, le défi politique, c'est de trouver ce chemin pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Cela va inclure les transitions historiques. L'impact du changement climatique n'est pas distribué de la même façon. Les bénéfices du changement climatique peuvent également être distribués de manière inégale. Donc, nous devons faire les bons choix. Si on réussit, les résultats peuvent être transformationnels pour la nature, pour les gens, pour la nature. Cela ne va pas seulement signifier une meilleure économie, une meilleure santé, une meilleure nature et écologie. Cela va signifier 55 millions de nouveaux emplois, hein. Vers 2030, nos vies vont devenir énormément meilleures. C'est sur cela qu'on travaille dans l'Institut mondial des ressources. Donc, les histoires que vous avez écoutées aujourd'hui sont basées sur le travail de nos experts de WRI dans le monde entier. Mais nous avons besoin des efforts des leaders, des politiciens euh, qui prennent les actions nécessaires se basant sur les preuves que nous les avons fournies. La bataille la plus importante ne se passe pas à la COP, mais c'est plutôt partout dans le monde. Euh, Toute décision qu'on fait pendant les élections, pendant notre vie quotidienne, concerne ce qu'on mange, ce qu'on euh, achète. Donc, il faut qu'on fasse nos décisions d'une manière intelligente. Donc, merci beaucoup. Maintenant, nous avons notre discussion en direct avec Anidas Gupta de l'Institut mondial des ressources et avec d'autres experts qui nous ont rejoints. Hi everyone. Thank you. Bonjour à tous, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour nous avoir rejoints. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Et euh, je peux voir vos questions en bas de l'écran. Vous pouvez les saisir en bas de votre écran. Euh, je, je vais prendre les questions les plus fréquentes pour que Donc, la première question, c'est une très bonne question. Peut-être Stinja va répondre. J'espère que vous êtes prête. Donc, la première question concerne les élections et la question est la suivante. Comment qu'on approche les élections et cette question d'environnement ne paraît pas être aussi importante comme on voudrait qu'elle soit, comme nous avons les élections en Indonésie. Est-ce que il y aura une différence par rapport à l'environnement en faisant face aux élections? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Je pense que si les politiques climatiques n'aident pas aux personnes de
résoudre leurs problèmes quotidiens. Donc, dans ce cas, ça peut devenir vraiment un problème dans le contexte des élections. Mais les politiques intelligentes peuvent vraiment répondre aux besoins quotidiens en s'assurant l'accès à l'énergie à un prix raisonnable. On peut également s'assurer qu'il y a moins de déchets qui sont produits. Donc, ce sont les politiques qui peuvent faire partie de ce dialogue pour répondre aux besoins urgents de la population dans le monde entier. Et ces politiques ne doivent pas bénéficier seulement aux riches. Parce que ces divisions entre les riches et les pauvres deviennent de plus en plus fortes et avec les bénéfices qui peuvent aller dans les autres pays pour faire des investissements dans les automobiles électriques, les, pour rénover les maisons pour qu'elles soient plus, en fait, plus, pour quand vous étiez le ministre de l'infrastructure, vous avez en effet fait quelque chose concernant les voitures. Est-ce que vous pourriez partager cet exemple? On était au milieu des négociations pour nos accords sur le climat. Nous avons quatre partis qui négociaient parce que nous avions un gouvernement de coalition et donc j'étais responsable. euh, sur cette question de voitures et je voulais voir un paquet de mesures, une série de mesures les moins chères. Donc, pour que les gens puissent acheter les voitures les moins chères. Et on a trouvé que cela était injuste. Et donc, la transition, on a refait ces mesures, ce paquet de mesures, et seulement les voitures de classe moyenne pouvaient bénéficier de ces subventions. Et donc, oh, pour on a dû revoir nos mesures pour que les gens puissent acheter les voitures en fait qui ont été déjà utilisées et avoir les subventions pour l'achat de ces voitures également. Je vais passer à la deuxième question qui est très différente et très bonne. C'est les pratiques traditionnelles des Autochtones ont contribué aux mesures de contrôle au changement climatique depuis des années. Et quelles seront les mesures qui vont bénéficier aux Autochtones? Donc, nous avons Audrey d'Afrique qui a travaillé sur ces questions depuis des années. Merci beaucoup, c'est une très bonne question, surtout le fait de reconnaître la sous-représentation des autochtones sur les COP, sur le chemin climatique, en sachant que les autochtones ont vraiment contribué beaucoup aux mesures contre le changement climatique. Et peut-être ici, je pouvais vous proposer les trois possibilités comment les peuples autochtones peuvent bénéficier. C'est tout d'abord la protection de leurs droits et leur territoire, parce qu'on voit toujours le fait que dans le monde entier, les droits des autochtones sont violés. Donc, il faut reconnaître que l'ONU l'ONU reconnaît certains droits, mais au niveau national et sous-national, ces droits ne sont pas toujours protégés. Donc, il faut, deuxièmement, également reconnaître les injustices parmi les communautés autochtones. Et donc, également, je sais qu'il y a un fonds d'endommagement
Euh, Ces fonds ne doivent pas être interprétés comme une perte d'infrastructures. Les autochtones doivent être les éléments clés de communauté qui doivent bénéficier de ces fonds de dommages. Nous devons cartographier leur territoire en utilisant les systèmes euh, G- GPS pour protéger leurs droits. Ce n'est pas seulement protéger la nature, mais également pour protéger les droits des communautés autochtones. Vous avez parlé de cartes. C'est une très bonne possibilité euh, d'utiliser pour les autochtones parce que seulement 50% de leur territoire sont cartographiés. Ici, nous avons euh, Adriana Lobo qui est très engagée dans le travail dans le bassin d'Amazon. Vous travaillez beaucoup avec les communautés autochtones, n'est-ce pas? Oui, les communautés autochtones sont vraiment très importantes. Il y a énormément de données qui sont clés euh, pour la gestion et la protection des forêts pour rester dans notre objectif d'1,5 degré de euh, réchauffement. Nous avons toujours d'autres euh, question importante parce qu'on comprend qu'on ne peut pas atteindre notre objectif de 1,5 degré sans l'arrêt de déforestation complète. Et nous avons besoin de travailler avec nos économies locales, avec le gouvernement, avec l'État de Para pour restaurer les économies et pour restaurer les politiques pour permettre aux autochtones et pour les locaux d'innover en se basant sur les produits différents et sur le produit agricole innovant. Donc aujourd'hui, nous avons 2,5 milliards de dollars. Mais avec l'investissement, euh, donc avec l'investissement, on peut atteindre le PIB jusqu'à 39,5 milliards de dollars et créer énormément de nouveaux emplois dans cette région la plus pauvre du Brésil. Et ces nouveaux emplois vont remplacer les emplois qui sont aujourd'hui liés à la déforestation. Donc, une chose qui est importante, c'est que nous avons 66 experts différents sont les experts anthropologues qui sont engagés dans nos projets actuellement. Et il faut faire en sorte que les autochtones sentent être inclus dans ces nouvelles initiatives. Oui, merci beaucoup. Je vois que le gouvernement du Brésil maintenant est inclus dans ces mesures, dans ces actions. La prochaine question est très intéressante. Mélanie, je voudrais vous la poser à vous. Comment est-ce que l'éducation climatique peut être introduite dans les écoles, dans les universités pour que euh, est-ce qu'on peut utiliser les élections pour, euh, cela? Oui, je suis d'accord avec vous que l'éducation est vraiment très importante pour le climat. Dans les écoles, nous avons la prochaine génération qui est prête de prendre action. Et nous savons de l'étude de l'UNESCO que parmi 130 pays, 50% n'ont pas de politique pour le réchauffement climatique. Et il faut mettre maintenant, selon l'UNESCO, l'éducation dans nos mesures est vraiment important. Euh,
mettre l'éducation au cœur de nos priorités. Concernant les universités, elles sont aussi importantes. C'est là où les gens obtiennent leurs compétences techniques. Et chez WRI, nous sommes très fiers parce que nous travaillons avec beaucoup des universités leaders qui travaillent sur l'identification des risques liés au changement climatique et on travaille sur également le financement de nos mesures. Donc, c'est vraiment une très bonne chose, très bonne question. Comment est-ce qu'on peut mettre l'éducation, inclure l'éducation dans notre programme? Oui, merci beaucoup. C'est vraiment une très bonne chose. Il y a beaucoup de désinformation, donc il faut vraiment inclure notre prochaine nouvelle génération pour qu'ils puissent bien comprendre ce que se passe. Nous avons une autre question pour Jenny Chen. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Comment est-ce que les leaders politiques dans les pays à revenus moyens peuvent être convaincus que la modernisation des réseaux énergétiques euh, peut leur donner plus de possibilités en fait, pour que la population puisse accéder à l'électricité. Merci beaucoup, c'est une très bonne question. Un des exemples que je peux vous donner, c'est de l'Asie du Sud-Est, où il y a beaucoup d'entités corporatives qui sont intéressées dans les énergies propres. Elles veulent décarboniser leur chaîne chaîne d'approvisionnement. Ils veulent euh, bâtir leur business sur les énergies propres. La question pour les leaders politiques, si vous voulez attirer les business dans ce genre de pays, comment est-ce que vous pouvez bâtir un cas fort en investissant dans leur pays? Donc, il faut construire un réseau où on peut partager l'électricité pure entre les pays, peu, grâce aux mesures, grâce aux possibilités propres, écologiques pour la construction de ces réseaux. Merci beaucoup. Je vais rester avec les réseaux. Et Alex, est-ce que vous peut-être voudriez rajouter quelque chose à la question de Jenny? Et je voudrais poser une autre question semblable. Donc, le message principal, c'est qu'il faut planifier de manière centralisée pour construire ce réseau. Mais est-ce que peut-être une approche du bas vers le haut pourrait être plus efficace dans ce genre de conditions? Alex est notre vice-directeur du programme de l'énergie globale et je voudrais vous poser la même question que a été posée à Jenny. Je pense que Jenny a très bien répondu à cette question. C'est la première fois à l'AG de Sud-Est, les pays se sont rassemblés pour vraiment former une coalition et l'énergie propre est une priorité pour eux. Et donc, ce n'est pas seulement la collaboration entre les pays, c'est un cadre pour l'investissement, pour attirer les investissements, de gros investissements. Et donc, on va collaborer avec nos partenaires sur cette question-là. Concernant les plans centraux et les plans locaux, donc nous travaillons à ces deux niveaux. C'est pour cette raison que nous sommes uniques. On reconnaît qu'au niveau global, nous avons besoin de cette infrastructure pour avoir pour apporter ces sources d'énergie propres, mais nous proposons également les outils pour les personnes qui préparent ces plans pour qu'elles puissent prendre des bonnes décisions en fonction de leur
développement économique et en fonction de leurs ressources. Donc, nous, nous avons notre plan qui s'appelle l'accès à l'énergie propre. De cette manière, nous avons les investisseurs, les acteurs, des parties prenantes puissent se réunir pour vraiment résoudre cette question, ce défi d'accès à l'énergie. Il reste toujours beaucoup de pays où il n'y a pas, où la population n'a pas d'accès à l'énergie, à l'électricité. Donc, nous avons les outils et les bonnes solutions pour aider à ces pays à donner l'accès à l'électricité. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup. Nous avons pas seulement décarbonisé notre énergie, mais nous devons également donner l'accès à la population à l'électricité. Concernant l'accès à l'énergie, c'est vraiment une très bonne question. C'est une très bonne réponse à cette question. Comment, quel accès on doit avoir? Est-ce que c'est et quelles solutions il faut utiliser? Concernant la question sur la chaleur, je, je vais poser cette question à Jaya. C'est une question directe. Quelles sont les barrières pour les solutions de refroidissement? Pourquoi on ne progresse pas aussi rapidement qu'on voudrait? Jaya, s'il vous plaît, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Annie, pour la question. Je vais parler dans le contexte des villes et pourquoi ces solutions ne sont pas aussi rapides. Il y a plusieurs barrières, dont la première, c'est la disponibilité de terrain disponible et donc il y a également le fait que nous avons besoin de beaucoup de terrain pour nos solutions et ne sont pas toujours disponibles. Également, le manque de propriété. Il faut comprendre qui va répondre, qui va être responsable. Euh, on C'est pas les communautés qui vont être responsables. Il faut vraiment comprendre et qui va porter ce fardeau. Et également, quand on voit les autorités municipaux qui gèrent l'eau, l'électricité, ils n'ont pas assez de connaissances concernant l'utilisation euh, propre de ces nouvelles énergies également. Ils n'ont pas toujours la capacité pour réaliser ces solutions selon leur contexte. Également, la question et les solutions quand on met sur la table une question et cela prend du temps pour trouver des solutions et quand on voit le contexte des pays en voie de développement et il n'y a pas assez de spécifications, de standards pour euh, prendre les mesures pour standardiser leurs solutions. On n'a pas toujours les spécifications pour les parties prenantes. Donc, en résultat, nous avons très peu de fournisseurs à ce niveau-là. Il y a une autre question concernant la coordination entre les agences parce que euh, il n'y a pas toujours une solution qui va convenir à tous. Donc, on a besoin d'une entité qui va coordonner ces actions. Et finalement, c'est le financement. Euh, les la taille des projets souvent est très petite, donc il faut trouver les solutions pour inclure le financement, surtout au niveau du secteur privé, parce que les solutions d'adaptation ne sont pas toujours priorisées, donc ils ne sont pas sur le marché. Merci, Annie.
Merci beaucoup, Jay. On a un peu dépassé notre temps. Peut-être, Eric, je pourrais vous poser la question suivante parce que cette question est un peu liée à la question précédente. Comment est-ce qu'on peut coordonner et avoir le bon équilibre entre la politique locale et nationale? Eric est le manager principal concernant les outils. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont utilisées dans les villes. Et il y a, ce qu'il faut faire, c'est il faut accélérer l'alignement avec les politiques de gouvernements nationaux et ses plans. Et donc, l'autre cycle de CDN, c'est vraiment encourager les gouvernements nationaux pour s'aligner avec les actions locales dans le cadre de la conception des contributions pour que les villes qui sont très importantes puissent avancer leurs mesures et encourager plus d'actions au niveau des CDN. Il faut également voir les gouvernements nationaux et locaux en tant que partenaires et connaître ce qu'ils font dans le contexte du changement climatique et ça va être les solutions clés. Merci beaucoup, Eric. Oui, c'est très important, la participation des villes et de gouvernements nationaux et locaux. Et c'est notre dernière question. Cela concerne les produits alimentaires. C'est une très bonne question. Et je suis d'accord, c'est une très bonne question. Comment est-ce qu'on peut changer notre régime alimentaire? Et une autre question, quel est le rôle? En fait, comment est-ce qu'on peut accroître la participation du secteur privé? Oui, merci beaucoup pour cette question, Annie. Le changement comportementaux, c'est pas facile et beaucoup savent que nous devons adopter un autre régime alimentaire. 2 tiers de la population sont ouverts pour changer leurs habitudes alimentaires et ils savent que il faut manger moins de viande et ici, ils ont besoin d'aide. Et ici, nous pouvons leur proposer des mesures de la science comportementale pour les diriger et pour leur donner également des bons messages pour vraiment euh, 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 avancer nos mesures contre le changement climatique et les derniers rapports de GIEC ont identifié que le changement comportemental puisse résoudre jusqu'à 70% des émissions de gaz à effet de serre juste en changeant notre comportement. Donc, merci beaucoup, Anne. Oui, jusqu'à 90% de changement peut avoir lieu juste si on change nos comportements. Merci beaucoup, Anne, pour cette réponse. Je suis désolée, nous n'avons plus de temps pour répondre à toutes ces questions. Je voudrais remercier pour avoir été là avec nous. On va essayer de répondre à toutes vos questions par écrit et on a restez connectés avec nous et avec nous, avec nos partenaires. On va poster cet enregistrement et toutes les diapositives sur notre site de WRI et vous pouvez les partager dans vos réseaux, le hashtag et les histoires regarder, écouter. Merci beaucoup à vous tous pour nous avoir rejoints et être nos partenaires et d'avoir resté avec nous. Merci beaucoup.